Nous allons reprendre cette deuxième partie de séance et j'ai le plaisir donc de présenter maintenant le professeur Yves Citon. Je fais une présentation succincte car une présentation plus circonstanciée sera faite demain lors de la séance académique. Yves Citon est professeur de littérature et médias à l'université Paris 8. Il est initialement spécialiste de littérature française du XVIIIe, mais ce serait grandement se méprendre sur lui que de le cantonner à ce seul champ de spécialité. Yves Citon a en effet de nombreux champs d'intérêt, mais je voudrais souligner plus spécialement, dans le cadre de cet événement, ses travaux interrogeant la place des humanités dans nos sociétés et dans nos universités, ainsi que l'environnement, et j'ai envie de dire presque la pression multimédiatique, numérique, dans lequel environnement nous baignons et à laquelle pression nous sommes confrontés, face à laquelle il importe d'être vigilant, ouvert, mais vigilant. La conférence qu'il propose aujourd'hui reprend une part de ces interrogations et semble nous inviter, si j'interprète, si je lis entre les lignes du résumé, nous inviter donc à transformer nos laboratoires en cabinets de curiosité, où des virtualités insoupçonnées nous attendent pour nous enrichir intellectuellement et humainement. Voilà, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup Agnès pour l'invitation. Merci à vous tous de venir ce matin. Et enfin, je vais passer, je pense, 2 jours à remercier toute l'université et tous les gens qui sont responsables de l'organisation d'avoir fait ces 2 journées et de m'y avoir impliqué. Je vais essayer de vous parler, alors on a dit une quarantaine de minutes. Je vais vous dire beaucoup de choses beaucoup trop vite. Mais l'idée, c'est que je vous fais plein de propositions, que vous en récupérez 1 ou 2 et qu'on puisse en discuter après sur celles qui font problème ou que peut-être certaines pourront vous être utiles ou avoir à réfuter ultérieurement. Donc mes excuses pour la rapidité et le bombardement de choses que je vais vous proposer. Je vais commencer par parler un tout petit peu de mon inconfort face au label ou à l'étiquette de scientifique qui, pour différentes raisons institutionnelles, me tombe dessus de temps en temps. Ensuite, je vais parler d'interprétation. Je vais déplacer les choses d'interprétation vers attention. Et on va finir sur des questions de curiosité, comme le disait Agnès. Alors, je pars de ceci qui est que quand je suis arrivé en France, à l'université de Grenoble, où Damien Zanon m'a accueilli avec beaucoup de chaleur, je me suis retrouvé dans une équipe de recherche qui faisait partie du CNRS en France. Et CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Dès le début, ça m'a semblé bizarre qu'on me traite comme un scientifique. Je lis des textes, j'interprète des textes, et j'ai le plus grand respect pour la science, mais je ne concevais pas que ce que je faisais, c'était de la science. Et pourtant, je devais, parce que je faisais partie du CNRS. Donc il y a un inconfort un peu épidermique, et puis finalement c'est mon problème, mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus important là derrière pour nos disciplines, que je vais dire en gros être les disciplines des humanités, la recherche en littérature, la recherche en philosophie, la recherche me semble-t-il aussi en histoire, j'ai envie de mettre ça là-dedans, histoire de l'art, etc., les questions de langue, donc je vais dire humanité pour avoir sur les frontières ultérieurement, et je dis humanité justement parce que science humaine, il y a le mot science, et qui pour moi fait un petit peu problème. Mais je dirais que derrière mon inconfort personnel, je crois qu'il y a un problème beaucoup plus fondamental, qui est que si on accepte de se faire étiqueter sous les auspices de la science, on va se faire évaluer selon les critères de la science. Et il me semble que ce qu'on voit de plus en plus, mais on le voit venir depuis des années, c'est que fait de la science, ceux font de la science, ceux qui publient des articles dans Science. Et que moi, je ne publie pas d'articles dans Science, que je fais autre chose, et que si qu'on me considère comme un scientifique qui doit publier des articles dans Science, un petit peu, c'est comme si on me considérait comme un cheval et que je dois gagner des concours hippiques, alors que je suis un poisson rouge. Et que c'est difficile de gagner des concours hippiques quand on est poisson rouge.
Donc, au-delà de mon petit inconfort personnel, il me semble qu'il y a quelque chose qui fait que si les humanités ont des problèmes à renouveler leur poste, si l'agent des États-Unis, où on me racontait qu'un département après l'autre, qui travaille dans ce qui s'appelle les humanités, se fait plus ou moins fermer ou dissoudre, peut-être, mais ce n'est pas forcément la seule raison, ni même la principale, mais peut-être qu'on nous considère, nous, poissons rouges, comme des chevaux, et que là, il y a quelque chose qui non seulement est de l'ordre de l'inconfort, mais de l'ordre de la survie peut-être de nos disciplines. Alors, ça, c'est des conditions un petit peu extérieures. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans certaines de nos disciplines, justement, en particulier en littérature, d'où je viens, on sait que dans les années 70, il y a quelque chose qui s'appelait la théorie littéraire, qui s'appelle toujours la théorie littéraire, que j'ai beaucoup aimé et que je continue à aimer passionnément, mais qui se réclamait d'une science des textes. Et il y a des départements, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais je sais qu'en France, il y a des départements, je crois, qui s'appellent encore, non pas départements de littérature, mais départements de science des textes. Et ce qui se fait dans ces départements, me semble, sous le couvert de science des textes, me semble tout à fait important. De nouveau, la question, c'est le label. Et ce que je fais moi, le type d'interprétation, mais que nous faisons beaucoup d'entre nous, il me semble que ça ne joue pas là-dedans. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Arlette Farge, son travail sur l'archive, est-ce que c'est de la science ? On discutera tout à l'heure. Moi, je relève qu'une des analogies qu'elle prend, ou une des modèles qu'elle prend, la personne avec qui elle discute, c'est une photographe. Elle dit finalement, ce qu'elle fait sur l'archive, ça se rapproche beaucoup de ce que fait cette photographe. Est-ce que la photographe fait de la science? Est-ce qu'Arlette Farge fait de la science? Moi, j'ai mes petits doutes. Il me semble que, de nouveau, on a une sorte de confusion peut-être de catégories qui pourrait faire problème. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est pas de vous dire c'est de la science ou c'est pas de la science, c'est pas à moi de le dire, on pourra en discuter tout à l'heure, c'est de vous proposer non pas justement une alternative, c'est ou c'est pas, soit on est scientifique, soit on fait des humanités, soit l'un, soit l'autre de façon exclusive, mais de vous proposer une polarité. Une polarité, c'est quoi? C'est le pôle Nord et le pôle Sud. Aucun de nous ne voulons ni ne pouvons vivre au pôle Nord ou au pôle Sud. Il fait trop froid, il n'y a pas de restaurant, etc. Donc on vit tous quelque part entre le pôle Nord et le pôle Sud, avec un peu de Sud en nous, avec un peu de Nord en nous, mais ce qui compte, c'est où on se situe dans cette espèce de continuum. Et le continuum, je vais vous proposer de l'appeler, ou de le caractériser par deux visées, qui de nouveau sont toujours là, mais dans des proportions diverses. Et ce qui va compter, ça va être justement la proportion particulière de chacune de nos recherches. Et je vais reprendre des termes très, très à la mode pour ces deux visées, qu'on retrouve chez Pérec, mais qui sont, me semble-t-il, cités très, très souvent récemment. C'est classer d'un côté et penser de l'autre. Je précise que, parce que c'est les polarités dont je parlais, on ne peut pas penser sans classer, on ne peut pas classer sans penser. Mais on peut se situer plus ou moins au nord, plus ou moins au sud, sur ce continuum. Et donc, ça serait quoi? Classer, ça veut dire définir des catégories. On classe toujours à partir de catégories, avec des catégories. Ça sous-entend, de nouveau, ce qu'on met habituellement, me semble-t-il, sous le registre de la science, de pouvoir expliciter la constitution de ces catégories, on explicite, c'est au nom de ce critère, de ce critère, de ce critère qu'on justifie tel ou tel choix de classement. Ça sous-entend souvent, pas toujours, mais souvent, de pouvoir produire un travail de quantification, et c'est merveilleux la quantification, et ça présuppose ou ça s'associe à une ambition, de nouveau qui ne me semble pas ridicule du tout, une ambition d'objectivation, d'objectivité, de pouvoir détacher le sujet de la connaissance de ce qu'on va dire de l'objet de la connaissance. Donc, explicitation, quantification, si on veut, objectification. Ça serait, il me semble, les conditions du travail de classement qui forcément est important dans ce qu'on reconnaît comme du travail scientifique. Du côté de penser, je ne sais pas très bien ce que c'est que penser, je vais essayer de dire a priori, puis on va définir un petit peu différents aspects de ce que ça peut être, je vais dire instaurer des problèmes, instaurer des problématisations non encore établies. Puis on va voir ce que ça peut vouloir dire.
Mais donc je précise, il ne s'agit pas de dire que les scientifiques classent et puis que les gens des humanités pensent, ça serait absolument faux. Il s'agit de dire, et les scientifiques et les gens qui font comme moi des interprétations ou autre chose, qui ont de la peine à se reconnaître comme scientifiques, même s'ils se font mettre sous des institutions comme le CNRS ou le FNRS, on fait les deux, mais peut-être pas de la même façon et pas dans la même proportion. Donc, premier déplacement face à cette chose, cette espèce de thèse très générale, la question du rapport entre humanité et interprétation. Et là, je vous proposerai de nouveau une polarité. Ça veut dire que ce n'est pas ou l'un ou l'autre, mais qu'on est toujours plus ou moins à faire, plus ou moins l'un et plus ou moins l'autre, entre lire des textes, lire quelque chose, et interpréter. Lire et interpréter. Lire, c'est... vous recevez je ne sais pas combien de mails vous recevrez, moi j'en reçois beaucoup, je pense vous aussi, et on n'a pas toute la journée à passer devant son écran à répondre à ces mails, donc on essaye d'aller assez vite. Donc on essaie de voir qu'est-ce qu'il nous demande. Bien, tiens, celui-ci me demande mon numéro de sécurité sociale pour me faire un remboursement. Donc j'essaye d'aller aussi vite que possible pour voir que c'est le numéro de sécurité sociale, je le trouve, je le mets dedans et je passe au mail suivant. On essaye de capter l'information pertinente, on essaye de réagir en fonction et on passe à la suite. Les machines savent lire. De ce point de vue, elles lisent mieux que nous, elles font un peu moins d'erreurs que nous. Machine reading, ça se fait. On peut, j'imagine, moi je suis surpris qu'on me demande encore mon numéro de sécurité sociale. C'est aberrant en 2010, je ne sais pas combien on vous demande, peut-être en Belgique il n'y a pas de numéro de sécurité sociale. En France, on passe son temps à devoir répondre des numéros de sécurité sociale, alors que n'importe quelle machine stupide pourrait faire ça à notre place. Bon. Et le fera prochainement, mais pour le moment pas encore. Donc ça serait lire. Interpréter, ça veut dire, il faut lire, parce que si on a les yeux fermés, etc., ça ne va pas se passer, mais il se passe autre chose. En plus de lire, on va questionner, par exemple, pourquoi on me demande mon numéro de sécurité sociale, ou qui est-ce qui me le demande, ou pourquoi on a mis ce mot-là pour me demander mon numéro de sécurité sociale, etc. Donc on fait quoi? On fait une pause et on cherche des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Mon ami Christophe Hanna dit, il reprend ça de Schusterman, je crois, il dit monter un escalier, il n'y a pas besoin de réfléchir à monter un escalier. Il y a un escalier, on a pris l'habitude, ça s'appelle justement une habitude, on monte l'escalier. Tout d'un coup, quelqu'un a fait des marches irrégulières, il faut faire attention à où on met le pied pour ne pas tomber. Là, il faut interpréter, on lit naturellement un escalier, mais on peut imaginer des architectes un petit peu pervers où il faille interpréter les marges entre les marges de l'escalier. Ça sera un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est qu'un poème? Un poème, c'est justement un escalier bizarre qu'on ne peut pas simplement lire, mais où il faut interpréter. On ne peut pas simplement lire, on ne peut pas marcher, on se casse le nez, on ne comprend rien, on rentre dans les murs. Il faut interpréter. Bon. Lire, interpréter, de nouveau, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours un petit peu les deux pour nous humains, mais dans des proportions variables. Qu'est-ce que ça serait que les humanités? Si on a cette définition un peu générale et concrète de l'interprétation. Ça serait des réflexions sur nos pratiques interprétatives. Nous interprétons tous, tout le temps, de nouveau, plus ou moins. Il n'y a pas que les herméneutes qui interprètent. Nous interprétons tous plus ou moins lorsque nous nous parlons les uns les autres. Pourquoi il me dit ça? Ou qu'est-ce qu'il sous-entend? Etc. Les humanités, ça serait des réflexions sur les pratiques interprétatives. Première chose. Comment on interprète? Pourquoi on interprète? Quel type d'interprétation est acceptable? À quelle fin? Quelle autre n'est pas acceptable? Donc, on réfléchit sur les interprétations. Ou alors, autre définition qui me semble liée des humanités, des pratiques réflexives de l'interprétation. Lorsque j'interprète un texte du XVIIIe siècle de Charles Tiphaine de la Roche, je ne veux pas montrer ce que c'est que l'interprétation, je veux essayer de comprendre ce qu'il dit, essayer d'utiliser ce qu'il dit pour dire des choses aujourd'hui. Je ne réfléchis pas comme tel sur l'interprétation, mais j'interprète de façon réfléchie. Je me demande au nom de quoi je peux tirer cette interprétation, même si je n'ai pas besoin de le justifier à chaque fois. De ce point de vue-là, il est clair que les scientifiques interprètent. Les résultats, ça ne tombe pas. On a des problèmes, et puis que ce soit des chiffres, que ce soit des données, que ce soit des réponses à des enquêtes, que ce soit des statistiques, etc., on passe son temps, quand on est scientifique, à interpréter, à trouver des problèmes, à faire émerger des problèmes. Mais je dirais, me semble-t-il, c'est ma suggestion, que l'interprétation qui fait partie du travail scientifique
elle n'est pas scientifique elle-même. Et là, je fais référence à toute une série de réflexions, mais celui que j'aime le mieux là-dessus, c'est quelqu'un qui s'appelle Stanley Fish, qui avait fait un texte qu'on a traduit en français sous le titre « Quand lire, c'est faire ». Et Stanley Fish a toute une théorisation des communautés interprétatives, etc., que je vous écarte, enfin, peut-être qu'on y reviendra si ça vous intéresse plus tard, mais il me semble qu'il montre bien qu'il ne peut pas y avoir une interprétation objective. L'objectivité en termes d'interprétation, c'est simplement pas possible. C'est une contradiction dans les termes. Donc, un des critères que j'avais pour simplement classer, ça serait pas possible à ce niveau-là. Il y a interprétation et on a besoin d'humanités qui sont le lieu où justement on peut réfléchir sur ces pratiques interprétatives que tout le monde fait et auxquelles en quelque sorte tout le monde réfléchit aussi. On en a besoin à cause d'une sorte d'excédence. Il y a une excédence de la réalité par rapport à tous les systèmes de classement, tous les systèmes de mesure qu'on peut faire porter sur elle. Et je dirais donc que la fonction centrale des humanités, ça serait de repenser les classements. Mais en ce sens, vous comprenez bien que dans n'importe quelle science, en science, on repense les classements aussi. Ce n'est pas le propre de la littérature, de la philosophie ou de je ne sais quoi. Je dirais quand même que par rapport à un modèle, alors qui date un petit peu, je ne sais plus, moi je ne suis pas assez dans les sciences pour savoir à quel point, on fait toujours référence à un monsieur qui s'appelait Thomas Kuhn. Thomas Kuhn avait proposé un modèle il y a déjà une 50aine d'années, je crois, pour nous dire que il y a la science normale, la science telle qu'elle se fait au quotidien, dans les laboratoires, telle qu'elle se publie dans les articles de revues, Science, etc., etc. C'est la science normale. Et puis, il y a ce qu'il appelle des sortes de transformations de paradigme. Il y a les crises dans les sciences. La science normale, ça serait Newton qui vous donne des principes d'explication, de quantification, de rapport entre les masses. Et puis, il y a Einstein et quelques autres qui arrivent et qui nous font comprendre que Newton, il n'avait pas complètement tort, mais en même temps, il faut recadrer ce qu'il nous disait dans un cadre un petit peu différent. Et là, on dirait que c'est un changement de paradigme, une adaptation. On doit repenser nos catégories, on doit repenser nos classements. Alors, on a cette vision-là de la science qui fait qu'il y a la science, et puis périodiquement dans la science, il y a des petites crises ou des grandes crises qui fait que la science évolue. Moi, j'aurais envie de dire, il y a des petites crises un peu tout le temps. Que les sciences, d'abord, c'est pas moi la science, j'y crois pas trop, que les sciences, les savoirs évoluent par des petits changements qu'on ne va pas dire être un changement de paradigme, mais par ces petits reclassements, parmi ces petits efforts pour repenser les classements qui se font partout. Et de nouveau, nous, qu'est-ce que ça serait que les humanités? C'est le lieu où ce type de travail, il a un espace pour se déployer très librement. Il se fait partout. Mais chez nous, il a un espace pour se déployer, pour prendre plus d'ampleur, etc. Un espace de pensée cultivé par les humanités qui fait partie de la démarche scientifique, mais qui est extérieur, en tout cas, à notre mesure de la science. Deuxième déplacement de l'interprétation à la notion d'attention, les attentions. Alors, passer de l'interprétation à la question de l'attention, c'est un petit peu remonter en amont. Pour pouvoir interpréter quelque chose, il faut l'avoir lu, et pour l'avoir lu, il faut y avoir investi de l'attention. En tout cas, si on creusait, on verrait que ce ne serait pas aussi simple, mais il me semble que c'est un peu intuitif, donc je vais vous donner ça. Qu'est-ce qu'il y a en amont de l'interprétation ou de la lecture? Je dirais qu'il y a des sensibilisations. On est sensible à quelque chose. Et on est sensible à quelque chose souvent parce qu'on a été sensibilisé ou parce qu'on s'est sensibilisé. On a été conduit à se sensibiliser à quelque chose. Une autre façon de dire sensibiliser, c'est on est devenu réceptif à certaines choses. Et la beauté pour moi de la notion d'attention, c'est de court-circuiter un petit peu ce qu'il peut sembler être passif dans la réceptivité. Un réceptif, c'est comme si vous êtes là, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et puis il y a des choses qui viennent vers vous. Vous êtes réceptif. C'est passif, être réceptif. Alors que lorsqu'on se dit l'attention, on sait que c'est de la tension, que c'est un effort attentionnel, ça fatigue l'attention. Donc comment quelque chose qui est la réceptivité passive peut être en même temps actif? Il me semble que c'est tout là le problème. Il y a un travail actif de se rendre réceptif. Et que ça, c'est un petit peu à la fois mystérieux, à la fois central pour toutes les connaissances
les lectures, les interprétations, les connaissances, les sciences, les savoirs, etc., les débats qui vont se passer plus tard. Alors, de mon point de vue, et de nouveau je dis moi, je vous prie de m'excuser, il me semble qu'on est plusieurs et que peut-être vous partagez ces choses-là et surtout ça ne vient pas de moi, j'essaye je le reprends à mon compte parce que ça me semble juste, mais je ne prétends pas du tout avoir une fonction d'originateur de quoi que ce soit là-dedans. On pourrait considérer que les études littéraires, et en voyant Arlette Farge, je me dis que peut-être ça marcherait aussi pour l'histoire, pour elle. Ça se définit moins par, là je parle des études littéraires, ça se définit moins par un corpus de textes littéraires. On a un certain corpus de textes littéraires, et puis Baudelaire c'est dedans. Le dernier article de Le Monde sur Paris 8, c'est pas dans le corpus littéraire, donc il y a un corpus de textes. Et qu'est-ce que c'est que les littéraires ou les études littéraires? C'est ceux qui labourent ce champ limité du corpus littéraire. C'est une façon de prendre, c'est pas faux. Moi, il me semble que c'est plutôt ce qui caractérise les études littéraires, c'est un certain type d'attention littéraire au texte. Et ces textes, ils peuvent être un article du Monde sur Paris 8, aussi bien que Baudelaire, même si ça va produire des effets très différents, et que Baudelaire a écrit ces textes avec des intentions différentes du journaliste du Monde. Mais que ce que nous faisons, nous, là je ne parle pas seulement dans les humanités, mais plus précisément dans les études littéraires, ce que nous faisons, nous, ça serait de développer un certain type d'attention au texte. Donc, l'enseignement dans la littérature, ça serait en partie une transmission de contenu. Il y a des informations, il y a des savoirs, il y a des choses qu'on fait passer, et c'est tout à fait important, mais ça serait davantage une éducation de l'attention. Et là, de nouveau, en regardant le film sur Arlette Farge tout à l'heure, il me semble, qu'est-ce qu'elle nous dit? Non seulement elle nous dit, moi, mon travail sur l'archive, là où je reconnais un beau modèle pour ce que je fais, c'est une photographe, mais elle nous dit aussi, ce qu'on fait, nous, historiens, qui travaillons sur les archives, c'est de transmettre quelque chose, mais on voit en même temps, elle nous dit, oui, mais il ne suffit pas de prendre un mot ici, il ne suffit pas de prendre quelque chose et puis que ça passe. Il y a tout un travail, justement, de sensibilisation, de réceptivité, il y a un travail d'attention. Je trouvais ce film très beau pour se dire, tiens, on a pu commencer à comprendre ce que c'est que l'attention d'une historienne, de cette historienne-là. C'est singulier, mais on pourrait reprendre le film et regarder à quel point c'est un certain regard. Ce n'est pas l'archive comme telle, c'est un certain regard sur l'archive, ne serait-ce que parce que l'archive, comme elle le dit, elle la transcrit à la main, elle la sélectionne, elle la recompose, elle l'entoure de phrases, elle lui donne sens. Justement, ce travail d'interprétation, de donner sens, c'est aussi, et en amont de ceci, il y a un certain travail sur l'attention. Alors, ce travail sur l'attention, je fais peut-être 5 minutes que je parle d'attention au singulier. Et de même que je vous disais que je me méfie de la science au singulier, je vous invite à vous méfier de l'attention au singulier. Alors, en français, on a le problème qui est l'attention au singulier, ça veut dire quelque chose. Les attentions, c'est autre chose. Avoir des attentions pour quelqu'un, ça restreint un petit peu le sens. Donc là, on a un petit souci, mais je vous conseille quand même de vous méfier des gens qui parlent sans précaution de l'attention au singulier comme si c'était une chose, l'attention. Moi, j'y crois de moins en moins, et en particulier ici, je vais faire une distinction entre deux types d'attention. Un premier type d'attention, c'est ce que je vais appeler l'attention recognitive. On reconnaît quelque chose. On a vu Arlette Farge qui conduisait beaucoup. J'étais un peu préoccupé parce que elle regardait la caméra, elle réfléchissait à tous ces trucs, et en même temps, je me dis qu'il y a des feux rouges, des passants, des vélos, Bon, c'était aussi un film sur l'attention de ce point de vue-là. Comment on cadre généralement les questions d'attention, de crise attentionnelle du XXIe siècle, les jeunes sont tous distraits, etc. On dit justement, il ne faut pas être distrait. Et qu'est-ce que c'est qu'être distrait? Par exemple, au volant, c'est ne pas rater le feu rouge. Il y a un feu rouge, si vous ne voyez pas, si vous ne reconnaissez pas le feu rouge, c'est un accident. Ça, c'est l'attention recognitive. Vous savez ce que c'est qu'un feu rouge. La catégorie, vous l'avez déjà en tête, on vous a éduqué pour ça, on vous a fait faire des heures de conduite, d'apprentissage, etc. Mais la catégorie, vous l'avez en tête, et être inattentif, c'est ne pas reconnaître quelque chose que vous connaissez déjà. Ça, c'est un type d'attention très important parce que ça évite les accidents et on est vivant pour ça. On reste vivant parce qu'on arrive à éviter tous les dangers, toutes les menaces, toutes les choses qui peuvent nous tuer à chaque instant. Bon. Maintenant, il y a un autre type d'attention qui est, par exemple, lorsque vous allez
mettons dans un musée d'art contemporain, que vous arrivez dans une installation et que vous ne savez même pas où est l'œuvre. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois on regarde, qu'est-ce qu'il y a à voir? On ne sait pas s'il faut écouter, s'il faut renifler, si c'est ça, si le rideau fait partie de l'œuvre ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Il s'agit, alors on pourrait dire, oui, il s'agit de reconnaître une œuvre. Bon, mais c'est quand même un peu différent. Enfin, on peut se dire qu'on va dans les musées et puis tout ce qu'on essaye de faire, c'est de reconnaître soit le nombre de Picasso ou le nombre de Van Gogh, pour dire j'en ai vu 5 aujourd'hui, ça c'est un petit peu, moi j'habite à Paris, donc quand on voit les gens qui visitent les musées parisiens en bus, souvent c'est un petit peu ça, voilà, on va aussi vite que possible pour repérer autant de tableaux célèbres, mais je pense qu'on a tous l'expérience aussi qui consiste à aller quelque part, à voir, mettons, une œuvre, et puis on ne sait pas ce que c'est, et tout l'enjeu c'est justement de donner de l'attention pour faire quoi? Pour extraire une figure de quelque chose qui était un fond. J'ose parler de figure devant Agnès, voilà, qu'elle me remette à l'ordre, mais c'est ce travail-là. Quand vous conduisez votre voiture, vous ne perdez pas votre temps à extraire des figures. Vous reconnaissez un feu rouge, ou si vous l'extrayez très rapidement, et surtout vous la ramenez à une catégorie déjà bien connue. Aller dans un musée, c'est justement, ou alors aller à un concert, hein, peu importe, c'est justement extraire des figures non connues, devoir construire une catégorie que vous n'aviez pas vraiment en tête à partir de quelque chose dont au début ça vous apparaît comme un fond. J'avance. Dans la digitalisation du monde que nous connaissons, l'attention recognitive, elle peut s'automatiser. De plus en plus, c'était très intéressant lorsqu'elle parlait des policiers de Paris qui enregistraient ce qui se disait, qui enregistraient par leur cerveau et par leurs mains les propos des passants. On voit très bien qu'on va vers un monde où tous nos visages sont photographiés sur des caméras de reconnaissance faciale toutes les 30 secondes quand on marche dans une rue, où on pourrait facilement mettre des microphones un petit peu partout et on n'a même pas besoin de policiers parce que tout s'enregistre, hein, tout ce qu'on passe déjà par Internet peut déjà s'enregistrer. Donc on va dans un monde où ce travail qui était l'attention surveillante des policiers, il va se faire tout seul. S'il y a des voitures qui peuvent conduire toutes seules, c'est justement parce qu'identifier des feux rouges et reconnaître que c'est un feu rouge qu'il faut s'arrêter, c'est le truc le plus crétin. On n'a pas besoin de corps humain pour ça. Ce qui nous reste, peut-être, comme justement attention précieuse, ça serait ce travail d'extraction de figures de fond. Et là, j'en dirais deux choses très très rapidement. On pourrait mettre les humanités du côté, non pas forcément du digital, j'ai rien contre les humanités digitales, hein, c'est très important, mais le propre des humanités, et là forcément je joue avec humanité humain et humanité discipline du savoir, ça serait de complémenter le digital par le doigté. C'est deux fois des références au doigt. Le digital, c'est ce qui réduit tout à du 0 et du 1. Et le doigté, justement, c'est ce qui caresse, c'est ce qui module, c'est ce qui opère des nuances. Hein. Un petit peu le doigté du pianiste. Hein. Le doigté du pianiste, c'est justement un petit peu plus que la partition qui peut être réduite à du 0 et du 1. Première chose, humanité du côté du doigté. Deuxième chose, humanité du côté des fonds. Je parlais de figure et de fond. Là, je fais référence beaucoup trop rapide à un philosophe français qui s'appelait Gilbert Simondon, qui, à la fin de son traité sur les modes d'existence des objets techniques, fait cette espèce de grande caractérisation que moi j'avais trouvé très très bizarre la première fois que je l'avais lu. Il nous dit, les sciences, les technosciences, ça s'occupe des figures. Justement, sur des centaines d'années, ça extrait des figures du monde. Et ces figures, ça les quantifie. Que j'ai tout à l'heure, ça quantifie, c'est des figures chiffrées. Qu'est-ce que c'est que le PIB? C'est une façon d'extraire de l'activité économique, de la production de richesses, de ce que font les humains. On extrait tout ça, plein de chiffres, et de ce plein de chiffres, on extrait une figure qui est le PIB et son taux de croissance. Et les sciences, ça serait toujours un petit peu ça. Ça serait toujours d'extraire des figures, y compris des figures chiffrées, de fond. Et tant mieux, de nouveau, c'est comme ça que ça nous donne des capacités d'agir sur le monde, avec tout ce qu'on peut faire de merveilleux grâce aux technosciences. Qu'est-ce qui reste, demande Simondon. Il reste une perception du fond comme fond.
Et il nous dit, où est-ce qu'on trouve une perception du fond comme fond? Ce qui reste derrière les figures, il dit, c'est du côté de la religion et du côté des arts, de l'esthétique que ça se trouve. Dieu, Allah, mettez ce que vous voulez là derrière, la nature chez Spinoza, c'est peut-être justement ce qui reste comme fond irréductible aux figures qu'on en extrait. Et c'est peut-être pas idiot et peut-être pas un hasard si les humains ont eu besoin de faire référence à quelque chose comme Dieu, ou quelque chose comme la nature, ou quelque chose comme un fond qui reste là derrière les figures qu'on a pu en extraire. Et le fait que l'esthétique pour Simondon, ça soit aussi en rapport avec ça, peut-être que ça peut nous intéresser dans les humanités, et que les humanités, ça serait justement de complémenter le travail scientifique qui extrait des figures et qui les fait fonctionner de façon merveilleuse par un souci du fond comme fond, une attention au fond comme fond. Je fais mon troisième déplacement du côté de la curiosité. Je disais que l'attention peut s'automatiser. Je ne crois pas que la curiosité puisse vraiment être automatisée. On pourra en discuter, mais ça me semble une limite de l'automatisation. Est-ce que j'ai le temps? Non, on a dit que j'allais un petit peu vite. Alors, je vais sauter une partie où je vous aurais dit un petit peu plus en détail que cette automatisation de l'attention que nous sommes en train de vivre maintenant avec la digitalisation en cours d'ubiquité, elle risque d'entraîner des rapports de cercles, alors des fois vertueux, mais souvent de cercles vicieux, entre nos attentes et nos attentions. C'est intéressant qu'en français, attente et attention, ça se ressemble beaucoup. Un des problèmes, c'est de se dire, qu'on voit par exemple concrètement avec Amazon, Amazon, ça peut être génial parce que ça nous fait découvrir des disques ou des livres dont on ne savait pas l'existence. Et ça nous les fait découvrir parce que ça sait ce qu'on a désiré dans le passé, parce que ça sait ce que des gens comme nous désirent ailleurs. Et entre ce que nous avons désiré et ce que les autres comme nous désirent, ça nous dit que là, il y a un livre qui vient de sortir, que tu ne connaissais pas, et qui va te plaire. Et souvent, ça marche. Donc ça, c'est merveilleux. C'est un peu la même logique qui nous permet, à travers PageRank, de trouver des choses. C'est une logique de computation de l'attention collective qui nous permet qui permet à ces machines de se singulariser sur nos désirs particuliers. Donc, que Amazon ou les GAFAM en général connaissent mieux mon désir que moi, pourquoi pas? Peut-être que Freud a des problèmes, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas? Moi, en soi, ça me fait pas paniquer. En revanche, il y a quelque chose qui est inhérent à ceci, c'est que c'est le passé, mes désirs passés, et ceux qu'on considère comme mes semblables, qui vont présélectionner les objets de mon désir futur. Et là, il me semble qu'on a besoin de quelque chose pour sortir de ça. Le film tout à l'heure s'appelait « Échappée belle ». Il me semble qu'on a besoin d'une échappée à ça. C'est très précieux, c'est génial. Moi, je suis enchanté par ça. Il me semble qu'on vit vraiment une époque merveilleuse de pouvoir avoir des choses aussi incroyables, d'une puissance intellectuelle aussi incroyable que tout ça. Et en même temps, on a besoin d'un principe d'échappée. Et il me semble que la curiosité, c'est justement un principe d'échappée. La curiosité, ça serait quoi? Ça serait d'attendre l'inattendu, d'attendre de l'inattendu. De se dire, tiens, il y a mes désirs, il y a ce que j'ai désiré, il y a ce que les autres désirent, et j'aimerais non seulement de l'inattendu, parce que ce livre, je ne savais pas qu'il existait, mais c'est de l'inattendu à l'intérieur de catégorisations dont je reste prisonnier, mais ça, ce n'est pas seulement nouveau. Le nouveau disque d'un groupe dont j'ai les 50 disques précédents, ça c'est tant mieux, je vais l'acheter parce que ça me plaira, mais ça c'est du nouveau qui est vraiment très très catégorisé. Je vais utiliser un autre mot qui est l'alien. Je ne sais pas si on dit ça en français, l'alien, les extraterrestres, on dit alien, alien, oui, alien, on dit. Ouais. Ça, l'alien justement, ça vient d'ailleurs, ça vient d'un autre monde, c'est justement pas dans nos catégories. Alors, je vais faire une autre référence à un autre domaine qui est celui de la musique et de l'improvisation. Il y avait un guitariste merveilleux qui s'appelait Derek Bailey qui, en théorisant l'improvisation, disait qu'il y avait des genres comme le bebop ou le flamenco
où les musiciens improvisent. Ils n'ont pas besoin de lire une partition pour jouer quelque chose. Et en même temps, ils improvisent à l'intérieur d'un certain langage. Vous reconnaissez du bebop, vous reconnaissez du flamenco. Derek Bailey faisait des bruits très bizarres avec sa guitare, et ce qui l'intéressait, c'était justement une improvisation qui échappe à ces langages déjà constitués. Il parlait d'improvisation non idiomatique. Et c'est que ça, c'est très rare de pouvoir produire de l'improvisation non idiomatique. L'alien, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qui est irréductible aux catégories préexistantes. Vous reconnaissez ce que je disais tout à l'heure. Les curiosités, il me semble que le terme même de curiosité permet de saisir ceci. Agnès, tu parlais de cabinet de curiosité. Qu'est-ce que c'était que les cabinets de curiosité, si j'ai bien compris, 17e, 18e siècle? C'est des choses qu'on ramenait de très loin. C'était les aliens de l'époque. Ce n'était pas la planète Mars, mais c'était d'autres continents, d'autres civilisations. Et puis on se faisait un petit cabinet où on mettait ces trucs-là dont on n'avait même pas le nom. On ne sait pas comment les nommer, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce que c'est, on sait à peine d'où ça vient. Et puis on regarde ça et ça nous fait quelque chose. Cabinet de curiosité. Là, on voit que les curiosités, ce sont les choses curieuses, les curiosités qu'on ramène de loin. La beauté, une des beautés de curieux, ou curiosité, c'est qu'un objet peut être curieux, mais une personne peut être curieuse, non seulement parce qu'elle s'habille bizarrement, mais parce qu'elle écoute derrière les portes. Ma voisine qui écoute derrière la porte, peut-être qu'elle est très normale, mais elle est curieuse, et on dit que la curiosité est un vilain défaut. Cette curiosité-là, c'est justement écouter ce qui se passe de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la barrière disciplinaire, de l'autre côté des catégories que Amazon pense que ce sont les miennes parce que c'est ce que j'ai acheté dans le passé. Cette curiosité-là, il me semble que c'est ce dont on a plus besoin aujourd'hui que jamais dans un monde de numérique ou de digitalisation ubiquitaire, et que les centres d'art, les universités, même les écoles, les plus petites écoles, on peut les concevoir ensemble comme ayant une fonction commune, qui est justement d'être des laboratoires de curiosité. Je vais finir en 5 minutes sur laboratoire de curiosité et puis sur une coda. Pourquoi laboratoire ? Et là, j'ai l'air de reprendre un terme scientifique. Une des choses qui me choquait, moi, quand j'étais à Grenoble, maintenant, à Paris 8, ça ne se fait plus, parce qu'on n'est plus dans le CNRS, etc. Donc, mais moi, arrive en Suisse, des États-Unis, arrive en France, et on me dit que c'est un laboratoire de recherche. Pour moi, laboratoire, c'était des gens en blouse blanche, ou, enfin voilà, c'était pas, moi, j'étais pas dans un laboratoire. Alors, je reprendrai ce mot-là, de laboratoire de curiosité, y compris pour ce qu'on fait dans un institut sur les humanités, mais je le travaillerai dans une tension entre le début et la fin. Un laboratoire, oui, on y fait des expériences, mais c'est d'abord du labeur, donc du travail. On travaille dans un laboratoire, on fait quelque chose, on développe des connaissances. Un laboratoire, un labeur qui se passe dans le contexte d'un oratoire. L'oratoire, si j'ai bien compris, mais il y a des gens qui connaissaient ça mieux que moi, je crois que c'était dans les monastères, quand on peut sortir, on va se promener un petit peu, c'est bien ça, je crois qu'on sort, on peut se promener, et puis c'est aussi un lieu où on peut prier. Orari, si j'ai bien compris, c'est aussi prier. Donc c'est à la fois un lieu où on travaille, mais un lieu où on peut se promener, ou sortir du travail. La prière, l'oratoire, la promenade, c'est un moment d'otium, un moment de loisir, un moment qui fait autre chose que la production des biens matériels. Donc laboratoire, labeur, travail, production, mais en même temps suspension du travail, oratoire et prière. Et là, il me semble qu'on a tout. On a et les sciences et la religion, la prière, quelque chose qui vient les complémenter, de même que les sciences complémentent ce qui pouvait être le fait des religions. On a le laboratoire des sciences et le travail des humanités qui pourraient se retrouver là autour. Alors juste en 3 minutes, j'ai envie de conclure pour me demander si l'exigence de scientificité passe à la trappe de ce que je vous propose. À savoir,
J'ai pris l'exemple de photographes, j'ai pris l'exemple d'aliens ou d'extraterrestres, j'ai pris l'exemple de prière ou de religion. Je ne sais pas si on serait tous tout à fait à l'aise en se disant que ce que font les humanités, c'est des prières pour extraterrestres. Voilà. Non, hein, je crois qu'on a enfin je ne sais pas vous, mais en tout cas, je crois il me semble qu'on partage une exigence de, alors je ne sais pas, rigueur, sérieux. Je ne sais pas très bien comment l'appeler, cette exigence. De nouveau, de dire que c'est une exigence de scientificité ou d'objectivité, c'est possible et c'est important, mais pour moi, ça trahit le truc. Et là, je vous propose quelque chose qui est alors un négatif, hein, mais qui me semble pour moi jouer. Dans les années, je crois, 1986, il y a un philosophe américain qui a fait un petit article de 20 pages qui a eu beaucoup de succès, qui s'est publié sous forme de livre en 2005, qui a été traduit en français un petit peu plus tard. Il a été traduit en français par « De l'art de dire des conneries ». Bon, on se traduit comme on peut. En fait, l'anglais est beaucoup plus intéressant. Le titre anglais, c'est 2 mots, « on bullshit ». Donc, je m'excuse de la grossièreté, mais quand on dit des grossièretés dans les langues étrangères, ça passe peut-être mieux. Donc, je vais garder ce mot de bullshit que Harry Frankfurt avait développé en 86, qu'un livre récent, si ça vous intéresse, il y a un livre récent qui vient de sortir qui s'appelle « Total Bullshit » de quelqu'un... Sébastien Dieguez. Donc, si ça vous intéresse, il fait un petit peu l'histoire de ce bullshit et il l'adapte aujourd'hui à l'ère post-vérité. Bon, ça, moi, j'ai mes doutes, mais en tout cas, creusez ça. Et l'article, vous le trouvez en ligne facilement. Qu'est-ce qu'il disait, Frankfurt, dans On Bullshit? Il distinguait le bullshitter du menteur. Le menteur, il sait qu'il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et je prépare ceci aussi par rapport à cet après-midi, hein, quand on va parler de fiction, d'histoire, etc., peut-être que ça pourrait être utile. Donc le menteur, il sait que c'était 3 heures de l'après-midi quand il a fait ça, et puis il dit c'était midi. Donc, il connaît la vérité, et simplement il choisit de dire autre chose parce que ça l'arrange, etc. Le bullshitter, c'est différent, dit Frankfurt, parce que la vérité, c'est pas important pour lui. C'est pas qu'il dit quelque chose qui est faux. Il dit des fois des choses vraies. Des fois, il dit des choses qu'on peut considérer comme fausses. Quand il dit des choses qui sont des contre-vérités, on va dire qu'il ment, mais peu importe qui c'est, parce que ce qui caractérise le bullshit, c'est une indifférence à la vérité. Alors forcément, aujourd'hui, on pense à un président des États-Unis qui est très célèbre là-dessus, mais de dire que c'est post-truth politique à cause de lui, à cause du Brexit, il me semble que c'est une aberration totale. On peut remonter à Berlusconi, on peut remonter à... c'est un monsieur qui s'appelait Ronald Reagan, justement en 80, au début des années 80, qui disait « Facts are stupid things ». C'était toujours le Parti républicain, mais c'était bien avant. Puis il me semble qu'on peut remonter toute l'histoire des politiciens qui, en gros, ont fait ou dit des choses qui relèvent du bullshit. Alors, je reviens à notre question. Qu'est-ce que ça serait qu'être universitaire? En quoi les humanités appartiennent de plein droit à l'université, à une exigence de rigueur, à une exigence qu'on peut appeler d'objectivité si on veut, mais à mon avis ça pose plein de problèmes, on va mal s'en sortir, de scientificité si on veut, mais ça nous fait traiter, nous, poissons rouges, comme des chevaux, et on n'a pas trop à y gagner. Donc comment sortir de ça? On résiste tous ensemble au bullshit. Ce qui nous caractérise, c'est d'être non indifférents à la vérité. Notre non-indifférence à la vérité, c'est peut-être ce qui nous rassemble. Alors ma question finale, c'est une définition très, très, très minimale de ce qu'on appelle scientificité, que nous pourrions récupérer, nous, pour les humanités. La question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous semble être une définition suffisante pour les humanités, ou peut-être pas, en quel cas il vaudrait mieux parler de nouveau de sciences humaines. Et je me tais.